Dans le Book Club, aujourd'hui, la musique se lit et se pense. 2 ouvrages pour encapsuler l'histoire de la musique au cinéma. Minimaliste avec Philip Glass, Electro-disco avec Giorgio Moroder, au point de vous faire sortir de votre voiture pour danser sur le highway embouteillé de Los Angeles comme dans La La Land, ou de la musique littéraire comme de petits précis de philosophie pour comprendre l'évolution et l'hégémonie de ce qu'on appelle la musique populaire. Une musique qu'on garde dans l'oreille, dans la tête et dans le cœur. Bonjour Thierry Jousse. Bonjour. Vous êtes journaliste, votre émission Ciné Tempo est à écouter tous les samedis à 13h sur France Musique et vous êtes aussi l'auteur de Bandes Originales, une histoire illustrée de la musique au cinéma, édition EPA France Musique. Petit exercice, est-ce que vous reconnaissez cette musique? Est-ce que vous pouvez l'identifier? Oui, c'est un morceau d'Henri Mancini qui s'appelle Louron et il se trouve que je l'avais utilisé c'est le premier générique que j'ai utilisé lors d'une émission à France Musique que je co-animais avec Laurent Valero il y a un certain nombre d'années, donc je le connais très très bien. Vous avez bon goût alors. Oui, vous aussi. Pas de ça entre nous. Alors, magnifique morceau qui a traversé le cinéma, référencé de film en film, mais qui n'a pas été composé pour le cinéma, me semble-t-il. Il est composé par Henri Mancini pour une série peu connue en France qui s'appelait Mr. Lucky. C'était à la fin des années 50 et en effet, ça a été réutilisé, je crois, notamment par les frères Cohen dans The Big Lebowski et également par James Gray dans Two Lovers. Film magnifique, Two Lovers. Est-ce que c'est ça une bande originale? C'est un titre qui revient issu de la musique et qui rentre dans le cinéma, ou c'est de la musique composée pour le cinéma? J'allais dire les deux, mon capitaine. Non, c'est plus... Bon, on peut dire que généralement, c'est quand même la musique originale qui est la plus importante. Enfin, dans le livre, c'est quand même de ça que je parle en priorité. Mais il y a aussi beaucoup d'exemples, et notamment à partir des années 60, mais même beaucoup ces dernières années, de bandes-son où on utilise des morceaux qui existaient déjà auparavant. Et parfois, c'est une grande réussite. Parfois, c'est juste une opération commerciale. Ouais. Bonjour Jérôme Guibert. Bonjour. Bonjour Guillaume Meguet. Bonjour. Vous êtes co-auteur de Penser les musiques populaires chez Philharmonie Édition, une série de petits essais, de petites thèses sur le monde de la musique et ce qu'il nous fait à nous qui l'écoutons. Comment on peut présenter cet ouvrage un peu mieux que moi peut-être? C'est une anthologie de textes qu'on estime importants, de textes anglais et américains qui n'avaient pas été traduits en français. Et donc, notre mission, ça a été de les rassembler et de les présenter pour un peu, on pourrait dire, raccrocher les wagons avec toute une dynamique de recherche qui existait dans le monde anglophone, mais dans laquelle on voulait... Ouais, il y a de la musicologie, la sociologie, des études de genre... des choses sur les diasporas, des choses sur le rapport au patrimoine. En fait, c'est vrai que dans le contexte anglo-saxon, on travaille à la fac, il y a des tonnes d'études qui sont très peu traduites en français. Et ça nous paraissait intéressant en tant qu'éditeur, chacun de deux revues qui s'intéressent aux musiques populaires, de montrer en fait la richesse de ce travail-là. Et qu'est-ce qu'une musique populaire ? Mais justement, on parle de Popular Music Studies. Alors, on a gardé la terminologie pour cette approche qui est une approche centrée sur l'objet. En général, ce qu'on appelle les studies, quelque chose qui nous vient justement de cette dynamique américaine. Oui, on a bien traduit en français musique populaire au pluriel
parce que c'est la manière, c'est le vocable qui est utilisé dans cette dynamique de recherche qui rassemble d'abord les gens sur des contenus, par exemple qui étudie Madonna ou qui étudie le punk, mais voilà, tout le monde est le bienvenu, différentes approches, et du coup il y a des débats, on essaye un peu de faire avancer la pensée, la recherche là-dessus, quoi. La musique populaire, c'est la musique qui est écoutée par tous et qui est faite pour tous. Ah ouais, c'est vraiment un sujet à part entière. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait les Popular Music Studies se sont construites comme un champ de recherche en se distinguant à la fois des musiques folk, c'est-à-dire des musiques de tradition orale et donc de l'ethnomusicologie, et des musiques savantes, donc des musiques de notation, avec l'idée qu'avec l'enregistrement, il y a un nouveau régime de relation à la musique qui se construit. Donc c'est à la fois l'enregistrement et c'est tout de suite avec l'enregistrement des modalités de circulation. Et puis après avec Internet, avec la télévision d'abord, le cinéma, la télévision. Par contre, ça ne dit rien du succès en tant que tel. C'est-à-dire ça peut autant concerner des subcultures, des cultures minoritaires, que des cultures à succès. Et d'ailleurs, ça fait partie des ambivalences qui traversent le champ en permanence, avec des gens qui cherchent à affirmer l'intérêt de la musique mainstream, et des fois on va parler de ça, et puis d'autres qui s'intéressent plutôt à la question de savoir dans quelle mesure des musiques enregistrées et ce qui se passe autour a encore un lien avec une culture populaire au sens d'une culture prolétaire, minoritaire, subalterne. Donc, on est conscient de la lourdeur de ce terme de musique populaire. On est reparti de ce terme-là. Non, pas lourdeur, mais plus ambivalence. Ah bah oui, de lourdeur, on pourrait dire lourdeur conceptuelle ou lourdeur des débats, ou importance des débats. Donc on est reparti de cette idée-là, sachant qu'on pourrait aussi définir les musiques populaires par rapport à une tension entre classes sociales, à l'importance aussi de l'économie, de l'industrie. Thierry Jousse, ça veut dire quoi, musique populaire pour vous ? Moi, j'aurais tendance à dire tout ce qui n'est pas musique savante. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que la musique savante ? Non, cette conversation n'aura pas de fin. Non, j'ai l'impression que dans le monde anglo-saxon, c'est très large, parce que ça inclut aussi le jazz. Est-ce que le jazz est une musique populaire aujourd'hui ? Plus vraiment, mais enfin, elle l'a été. Donc oui, c'est tout ce qui n'est pas musique classique, comme on dit en français, pour moi en tout cas. D'accord. Je vous propose à présent de découvrir la question posée à nos auditeurs et auditrices. Quelles sont les plus belles pages musicales de la littérature ? C'était posé via notre hashtag Book Club Culture, et nos auditeuristes sont très lettrés et vous allez l'entendre, c'est Marcel Proust et sa sonate de Vinteuil, l'enchantement musical de la recherche qui est plébiscité. C'est Marie qui nous en parle, écoutez. Les pages sur la sonate de Vinteuil font partie pour moi des plus belles pages musicales de la littérature. Déjà parce que elles sont très métaphorique de l'œuvre de Proust, c'est-à-dire une œuvre où la forme, le texte, sert le fond. Son intention, c'est vraiment, par transfert, j'ai envie de dire, de nous faire ressentir. Et c'est vrai que cette sonate de Vinteuil, un peu comme la Madeleine, qui passe par la sensorialité, le goût, là, cette sonate de Vinteuil, elle vient faire des résonances, des échos dans l'esprit de Charles Swann, et elle vient l'aider à révéler ses sentiments, à mieux comprendre ses émotions, et puis parce qu'on l'entend, c'est-à-dire la forme du texte, le lexique, le rythme, les adjectifs choisis, la façon dont il a construit les phrases qui décrivent cette sonate et les impressions de Swann sont vraiment très musicales. Donc il y a toujours cette rencontre du fond et de la forme avec Proust, et ces pages-là, je trouve, sont particulièrement réussies en termes de mélodie, de partition lexicale, et en font des pages assez rares. Voilà, c'était Marie qui nous parlait de la sonate de Vinteuil dans la recherche de Marcel Proust, et on a entendu la bande originale du film de Raoul Ruiz Le Temps retrouvé, bande originale composée par Georges Arriagada. Messieurs, est-ce que ça vous parle, vous, des livres musicaux ? Est-ce que vous avez des conseils ? C'est le moment de parler. Thierry Jousse. Moi j'ai pensé à un livre qui est très différent de la recherche du temps perdu, en l'occurrence, mais enfin qui est une recherche du temps perdu,
C'était une sorte de biographie très personnelle de Jerry Lee Lewis, qui est, je crois, décédé cette année en plus, qui s'appelle Hellfire, donc qui avait été traduit aux éditions Alia il y a un certain nombre d'années. C'était Nick Toshis, qui est un des grands de ce genre d'écrits. Et bon, c'est un livre sur la musique, mais c'est aussi un livre sur la folie du sud des États-Unis, puisque la vie de Jerry Lee Lewis était un peu compliquée et sulfureuse. Et je garde un souvenir assez fort de ce livre, en l'occurrence. Jérôme Guibert. Donc moi je dirige une maison d'édition de bouquins, donc j'aurais pu choisir Mélanie Sétain, j'aurais pu choisir un ouvrage mais j'ai pensé à autre chose en discutant. Parlez avec votre cœur, Jérôme. Voilà, c'est le moment. L'Atlantique Noir, j'avais dit The Black Atlantic, mais ça a été traduit en 1993 d'abord aux éditions Cargo et distribué par Alia, et ça parle, c'est Paul Gilroy, un sociologue anglais, qui essaye de nous montrer que la musique qu'on écoute, il part du jazz, ensuite il va jusqu'au rap, et il dit qu'une grande partie de la musique qu'on écoute aujourd'hui, enfin les fondements, ils proviennent finalement de l'interaction entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques, et donc voilà, il part du triangle du commerce, de l'esclavagisme, et en fait il essaye d'expliquer comment finalement il y a des connexions, on ne peut pas considérer un point sans considérer les deux autres. Voilà, il y a une espèce de complémentarité. Guillaume Huguet. Alors moi je fais la retape. Vous le faites très bien. Édition, alors rapidement, on vient de publier un livre de Simon Reynolds, qui est un peu un des grands critiques de la musique populaire de ces 20 dernières années, on va dire, celui qui est une anthologie de ces textes jeunesse sur la jungle, et c'est des textes de passionnés qui vont en club et qui essaient d'analyser un peu à chaud ce qui se passe mois après mois, et puis ensuite qui part dans des débats avec les gens qui lui reprochent de caricaturer la musique, et qui expliquent pourquoi la jungle, le textape et plein de micros sous-genres anglais ont été hyper importants dans les scènes clubs britanniques et au-delà. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour ces conseils musicaux. Thierry Jousse, qu'est-ce qui fait une bonne bande originale ? Oula, c'est une question assez massive que vous me posez. Il faut, si c'est de la musique originale, on peut dire qu'il faut que le compositeur ou la compositrice sache un peu ce que ça veut dire mettre de la musique sur les images. Le réalisateur et la réalisatrice aussi, mais le compositeur doit avoir quand même une vision de ça. Et c'est une musique qui n'est pas forcément, qui souligne pas forcément les effets, mais qui produit en tout cas une lecture de l'image peut-être inattendue, ou quelque chose en tout cas, je sais pas. Il faut qu'il y ait une sorte de fusion qui se produise entre l'image et la musique, mais cette fusion, elle peut prendre des formes, je trouve, assez variées en l'occurrence. Et dans votre livre, on découvre des compositeurs, peu de compositrices, mais on en reparlera. Je sais, c'est l'histoire, bien sûr. Absolument pas de votre faute. Hammerstein, Bernard Herrmann, Lalo Schifrin, qu'est-ce qu'ils ont apporté au cinéma moderne ? En tout cas, Bernard Herrmann, on connaît surtout sa collaboration avec Hitchcock, même s'il a fait beaucoup d'autres choses. Il commence quand même avec Orson Welles. Je pense qu'ils ont apporté une forme... Enfin, je dirais Bernard Herrmann, d'abord des formes musicales qui n'étaient pas attendues dans le monde de la musique au cinéma. Dans les années 30, on est dans des formes très classiques, avec des orchestres symphoniques qui soulignent souvent justement les effets. Bernard Herrmann, il s'émancipe de ça, et il produit des bandes-sons, des bandes originales qui sont quand même... qui rendent un peu la musique finalement autonome par rapport à l'image. Parfois ça colle totalement. La scène la plus célèbre, c'est évidemment la scène de la douche de Psychose. Mais je pense, ce qui est intéressant aussi, c'est dans l'évolution de quelqu'un comme Bernard Herrmann, c'est qu'il a parcouru toute l'histoire du cinéma américain. Il commence avec Orson Welles, il passe par Hitchcock, et ensuite il termine par De Palma et Scorsese. À la fin, il intègre un peu le jazz tardivement pour Taxi Driver, c'est assez surprenant. Mais c'est quelqu'un qui, je crois, lui, avait une vision, en tout cas, c'est un personnage qui avait un très mauvais caractère, et qui était considéré vraiment comme quelqu'un d'insupportable humainement. Mais en revanche, il avait une vision, c'était quelqu'un de visionnaire, je pense, dans les rapports entre musique et image. Lalo Schifrin, c'est plutôt l'apport du jazz, l'apport du funk, l'apport de musique rythmique qui n'était pas encore dominante dans le monde du cinéma. En même temps, la musique de film épouse souvent un peu les modes, il faut bien le dire. Parfois, elle les précède même, mais le jazz arrive dans les années 50. La pop et la soul
la pop dans les années 60, la soul fin 60, début 70, l'électro ensuite, enfin le disco. Bon voilà, il y a eu toute une évolution aussi. On peut lire l'évolution des musiques populaires quelque part à travers la musique de film. Et pourtant, la musique, elle accompagne le cinéma quasiment originellement, quasiment depuis le début de l'invention du cinéma. Qu'est-ce qui change avec la bande originale ? Dans le muet, que je n'ai pas traité dans le livre volontairement, on a des musiques qui, la plupart du temps, ne sont pas composées pour le film. Il y a quelques exemples. Il y a Camille Saint-Saëns qui a composé pour un film assez célèbre à l'époque, en tout cas l'assassinat du duc de Guise. Mais enfin, ce sont des musiques, disons, d'accompagnement qui n'ont pas de prétention à aller au-delà. À partir des années 30, on rentre effectivement dans le cinéma parlant. Et là, tout d'un coup, la musique devient extrêmement importante, surtout aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, dans cette période-là, il y a une conception qui consiste à mettre de la musique pratiquement tout le temps. Alors, avec des moments très très dominants, et puis des moments où la musique est derrière, ce qu'on appelle en anglais les underscores. Bon, alors qu'en France, par exemple, c'est différent parce que le grand compositeur de l'époque, c'est Maurice Jaubert, qui travaille avec Marcel Carné, avec Julien Duvivier, enfin, la plupart des grands cinéastes français de l'époque. Et lui, au contraire, il prône l'utilisation d'abord d'instruments qui ne sont pas de l'orchestre symphonique, comme l'accordéon, la guitare ou ce genre de choses. Et puis, une plus grande rareté de la musique et une indépendance justement de la musique par rapport à l'image, c'est-à-dire quelque chose, un frottement qui n'est pas forcément celui qu'on attend, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que ça change quand même énormément de choses parce qu'on n'est plus dans... On part sur une histoire où tout d'un coup il va y avoir une évolution très grande et une espèce de je sais pas comment expliquer, mais de course-poursuite, on pourrait dire, entre la musique et l'image qui va se poursuivre justement jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose d'assez passionnant sur lequel, bon, j'ai pas le temps de m'étendre, mais dans le livre, j'ai essayé d'aller plus loin. Absolument, très beau livre. Jérôme Guibert, Guillaume Gué, évoquons certains concepts présents dans votre livre, Penser les musiques populaires, des concepts expliqués par des exemples. On commence avec 2 titres qui explicitent un article du chapitre 3 de votre livre. Le chapitre est titré « Politique des identités » et les 2 sons, c'est ça. Oh yeah. It's all about you. One time, I'ma say it's all about you. For the bitches that think it's all about you. Every other city we go, every other video, it's all about you. No matter where I go, I see the same hole. Every other city we go, every other video, it's all about you. No matter where I go, I see the same hole. C'était All About You de Tupac Shakur, un titre de 1996, et Bootylicious des Destiny's Child, titre de 2002. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on découvre dans cet article, dans cet essai, autour des figurantes lascives dans les clips, la culture de la beauté et le tourisme sexuel diasporique? D'abord, je voudrais vous remercier pour cette petite transition scratchée et aussi la transition ça c'est Colin Gruel, notre réalisateur. Et puis aussi l'articulation avec l'ouvrage de Thierry Jousse, parce qu'évidemment quand on essaye de faire un panorama des recherches et des enjeux en sciences humaines sur les musiques populaires, la question de la musique et de l'image, évidemment, elle apparaît un moment, et dans ce texte que vous avez choisi, c'est le cas, puisque Dina Sharpley-Whiting, on tenait vraiment à traduire ce papier, qui est un papier qui synthétise énormément de choses. Elle est prof plutôt d'African American Studies, et en fait elle s'intéresse à la question des rapports de race en même temps que les rapports de genre, puisqu'elle se revendique comme féministe, et aussi des rapports de classe, et donc dans une analyse qu'on pourrait qualifier d'intersectionnelle, ou en tout cas d'articulée, et du coup elle part justement de l'image de la femme dans les clips de rap. Voilà, la hausse comme le chante, la haut comme on peut dire pas la pute, mais en tout cas, je sais pas, j'essaie de trouver la salope, peut-être, on pourrait dire, avec tous les guillemets. La traînée, voilà. Mais qui est repris finalement par Beyoncé,
Oui, c'est ça. Donc évidemment, il y a toujours dans ces questions de rapport de pouvoir, il y a toujours une part de domination et il y a aussi une part justement une part de lutte, une part de revendication, une part de résistance. Mais la complexité vient de surcroît du fait que il y a aussi les rapports justement entre ceux qui produisent et ceux qui regardent, et du coup entre ce qu'on pourrait dire les blancs et les non blancs dans un pays à passer esclavagiste, et même la troisième partie de l'article rebondit encore en montrant comment, à partir du rap et donc de la constitution d'une nouvelle norme ou d'un nouveau stéréotype de la beauté féminine, à partir de traits que l'autrice appelle mulâtres. Il y a le développement d'une sorte de commerce sexuel vers le Brésil, donc avec tout le passé qu'on connaît l'histoire du Brésil en termes de normes. Et donc, et ce commerce, il se fait, il est plutôt à destination des hommes noirs des États-Unis. Et donc là, il y a aussi un rapport inversé entre un degré de noirceur et un rapport entre un pays occidental, mais plutôt des Africains-Américains d'un pays occidental qui vont au Brésil rechercher une sorte d'idéal type féminin. Donc il y a vraiment une complexité dans le papier à partir de l'image de la femme dans le clip et des contraintes et justement du jeu avec ces contraintes-là. Et comme je disais, Beyoncé reprend, se réapproprie en tout cas toutes ces questions-là. Et justement, quand elle sort Bootylicious avec les Destiny's Child, un journal titre The Ass That Shook the World, les fesses qui ont ébranlé le monde. Donc on revient toujours à ce... En fait, c'est vrai que c'est toujours la dynamique sur l'objectification et l'auto-objectification du corps féminin, et dans quelle mesure en fait, d'ailleurs, je crois que j'ai entendu des débats à cette antenne dans l'émission de philosophie sur l'émancipation ou pas chez Beyoncé. Enfin, c'est vraiment l'idée de est-ce qu'on peut retourner un stigmate ou pas, est-ce qu'on peut le faire au sein de l'industrie ou pas, est-ce que s'il y a une culture populaire du twerk, quand ça devient un clip à succès, est-ce qu'il y a un problème moral à ça? Est-ce que si on tire du plaisir de ces images en tant qu'homme, en tant que femme, blanc ou noir, est-ce que c'est problématique, etc. C'est en fait ce qu'on a essayé de faire avec le livre, c'est d'apporter au moins les éléments de réflexion. C'est-à-dire, il ne s'agit pas pour nous de se positionner en juge moraux dans un sens ou dans l'autre, mais au moins de montrer que ces représentations, elles ont une histoire qui est souvent beaucoup plus compliquée que ce qu'on croit au départ, et que si on veut continuer à avoir des jugements de valeur et des débats politiques sur ces questions, ce serait bien que ça soit au minimum informé par l'histoire de la présentation et des discours à ce sujet-là. Quoi. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire vraiment de la critique à partir des canaux mainstream? Parce que finalement, c'est la question que pose Beyoncé, même au-delà même du féminisme. Déjà, du point de vue du féminisme, mais plus largement, du point de vue des débats. Quoi. Il est 13h13, Oriane Delacroix nous a rejoint. Bonjour Oriane, ça va? Bonjour Sébastien. Vous venez comme toute cette semaine avec des conseils littéraires étranges dans le cadre de notre étrange Noël des écrivains. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est David Lopez que l'on retrouve. Il était l'auteur du roman très remarqué Fief en 2017 et faisait paraître au mois de septembre son deuxième roman Vivance, toujours aux éditions du Seuil. Et David Lopez, aujourd'hui, vous recommande la lecture d'un chef-d'œuvre du manga qui suit les aventures de deux orphelins et dont l'action se situe dans la ville de tous les vices. Pour passer un étrange Noël, je vous recommande la lecture de Amer Béton, manga de Taiyu Matsumoto, paru en 1993 et réuni dans une édition intégrale regroupant les 8 volumes, aux éditions Tonkam. On y suit les aventures, ou les turpitudes, de Kuro et Shiro, deux gamins livrés à eux-mêmes dans une ville où sont concentrés tous les vices. Ils vivent de la débrouille, ils volent, ils pillent, ils raquettent, se déplacent de toit en toit, luttent chaque jour pour leur survie, agiles, virevoltants, insaisissables. Shiro et Kuro incarnent le yin et le yang. L'un est léger, l'autre grave. La candeur de l'un accompagne le cynisme de l'autre. Dans leur dualité, ils se confondent, se complètent, pour dresser un portrait des plus justes de la nature humaine dans sa nuance,
sa complexité. Sans cesse confrontés à la brutalité du monde, ils sont tiraillés entre l'acceptation de la violence et son soulagement, entre lutte et résignation, entre espoir et fatalisme. Matsumoto excelle dans l'art de la suggestion, de l'évocation, du sous-texte. La crudité du récit révèle sa poésie. Le trait est tremblé, parfois déformé, comme pour suggérer que l'essentiel est ailleurs. Dans Amer béton, le silence est bruit, le mensonge est une autre vérité, les impressions racontent un monde possible. Là où tout est étrange et pourtant si probable. Là où rien n'est vrai, mais tout est réel. Et vous pouvez donc lire Amer béton de Taiwu Matsumoto aux éditions Tonkan dans une édition intégrale regroupant les 8 volumes de leurs aventures. Merci beaucoup Oriane. À demain. À demain. On reste dans l'horreur alors, puisque Oriane nous y a, nous y a emmenés. La musique de la peur, tiens, Thierry Jousse. Oui, Qui sont les compositeurs qui nous font frissonner? Il y en a un certain nombre. Dans le livre, j'ai essayé de faire une petite généalogie parce que ça commence dans les années 30 avec les films de monstres. Là, c'est pas forcément d'ailleurs des compositeurs très connus, mais enfin les Frankenstein et Dracula. Ça continue dans les années 50 avec la firme Hammer. Ouais. Et puis il y a l'horreur moderne, on va dire. David Cronenberg, par exemple. Oui, mais même avant, La Nuit des Morts Vivants, Massacre à la tronçonneuse et Halloween. Bon, là c'est John Carpenter qui est l'auteur lui-même de la musique, parce que curieusement, et Toby Hooper avait aussi composé la musique, alors une musique très expérimentale, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le cinéma d'horreur, on a des musiques finalement qui sont parfois extrêmement radicales, comme celle de Massacre à la tronçonneuse composée par Toby Hooper, et puis Carpenter qui devient, lui, une sorte de précurseur de l'électro minimal, en inventant ces boucles à partir d'Halloween, même, et tous les films qui ont suivi après. Donc il y a une esthétique qui change en fait au fur et à mesure, parce qu'au départ, on est très très orchestral pour finir. Et puis Cronenberg, de fait, ça c'est Howard Shore, qui est vraiment un des grands compositeurs contemporains, qui a utilisé d'ailleurs des formes assez variées, parce qu'il utilise parfois des choses très brutes au début, puis l'orchestre symphonique, et puis par exemple dans Crash, pas exactement un film d'horreur on va dire, mais qui s'apparente, c'est une instrumentation très particulière avec un sextoire de guitare électrique et de la harpe, quelque chose de... je crois, la musique d'une émission de France Culture. C'est bien possible, c'est une musique assez fascinante qui vous reste vraiment dans la tête. Donc il y a différents moyens de faire peur. C'est-à-dire qu'après la musique des films d'horreur ou des films qui font peur, comme vous disiez, il faut pas non plus, il faut parfois jouer le contrepoint. C'est-à-dire que c'est pas forcément en allant dans le sens de la peur en permanence ou en accentuant la peur qu'on fait le plus peur. Parfois, c'est dans des décalages. Il y a les Italiens aussi que j'ai pas cités, Dario Argento avec les musiques d'abord de Morricone et de Goblin. Morricone, il a fait beaucoup de musique assez horrifique, avec des choses extrêmement dissonantes, qui d'ailleurs était sa façon à lui de mettre en scène sa culture d'avant-garde, parce que c'est un compositeur qui avait une grande culture de musique contemporaine. Donc finalement, c'est un genre très ouvert et qui a permis à plein de compositeurs de s'exprimer dans des langages finalement, je trouve, très, très variés. Mais comme l'avait dit, je crois, par exemple, François Truffaut l'avait dit ça à propos de la musique de film, c'est vrai que la musique de film, c'est aussi une musique qui acclimate le spectateur à des musiques qu'il n'écouterait pas forcément. C'est ça, oui. Voilà. Oui, la musique qui fait peur, c'est pas forcément la musique qu'on écoute à la maison. C'est-à-dire que la musique populaire. Oui, les gens n'écoutent pas forcément de la musique dissonante en permanence chez eux. Enfin, certains oui, mais je veux dire, c'est pas la majorité, je pense. Donc, quand vous allez voir un film d'horreur, vous vous posez pas la question, et pourtant, vous êtes effectivement baigné dans un bain qui n'est pas forcément celui habituel. On va continuer notre blind test musical, Thierry Jousse. Ça vous convient? Pas très bon, mon blind test. Enfin, je vais essayer. Ah bah, c'est trop tard. A fine romance with no kisses. A fine romance, my friend. This is, we should be like a couple of hot tomatoes. But you're as cold as yesterday's mashed potatoes. Spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel,
like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Thierry Jousse, est-ce que vous avez reconnu des sons? Le dernier, c'était quand même relativement facile. C'est facile. Parce que c'est la chanson de l'affaire Thomas Crown, Windmills of Your Mind, en français Les Moulins de mon cœur, ça c'est quand même un tube. Hein. Je ne sais pas si c'est de la musique populaire, mais enfin, ça l'est devenu. C'est, la première, c'était une comédie musicale des années 30, Ginger Rogers, et puis effectivement, je crois que c'était une musique de Joe Hisaishi, la deuxième, je ne saurais pas dire. Miyazaki, Nausicaa de la vallée du vent. On a entendu Michel Legrand, c'est peut-être l'occasion aussi de parler des Français. Et oui, les Français dans tout ça, Michel Legrand qui a aussi travaillé avec Jacques Demy. Et puis il y a eu aussi en France récemment, ça fait longtemps qu'il n'en a pas fait, mais il y a eu aussi Christophe Honoré, Alex Bopin pour faire des comédies musicales comme ça à la française. Est-ce qu'on sait faire des comédies musicales en France? Parce on nous sérine souvent que c'est pas ce qu'on aime et c'est pas ce qu'on sait faire. Maintenant, j'ai l'impression que les Français aiment plus la comédie musicale, hein, parce que, en tout cas au théâtre, au moins. Dans le cinéma, on peut pas dire que c'était un genre ultra dominant. Ce qui était dominant à l'origine, c'était l'opérette, en fait, dans les années 30, hein, qui a suscité pas mal de films, au moins au début du parlant. Puis après, il y a eu une longue éclipse, jusqu'à Jacques Demy, qui reste un peu le fleuron unique du genre. Et ensuite, oui, il y a quelques exemples. Enfin, franchement, c'est difficile. C'est un genre qui demande aussi des savoir-faire extrêmement précis, notamment en matière de chorégraphie, ce que visiblement on n'avait pas forcément en France. Alors quand on fait des comédies musicales en France, vous parlez de Christophe Honoré, c'est pas de la chorégraphie, c'est vraiment des films avec des chansons. Ça on peut. Cinéma chanté presque. Voilà, ça oui, ça peut s'envisager. Et encore, c'est pas dominant, mais les chorégraphies, ça reste en effet quand même une question problématique, je dirais, en France, parce qu'on n'a pas les écoles pour ça, quoi, d'une certaine manière. On parle de comédie musicale, il y a l'image pour la musique populaire, il y a le clip, il y a eu aussi l'invention de YouTube qui nous a permis à toutes et à tous de regarder ces musiques populaires autant que les écouter. Et il y a justement un article là-dessus dans votre livre, Jérôme Guibert et Guillaume Huguet, 2 clips qui s'étalent à 30 ans d'intervalle. C'est téléphone vidéophone Lady Gaga, Beyoncé, on revient à Beyoncé, et I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston. On va écouter, puis je vais vous laisser peut-être nous en parler un peu. Voilà, téléphone, I Wanna Dance With Somebody. Guillaume Huguet, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur... non? Si, je peux, bien sûr. Allez-y, on n'a pas beaucoup de temps, alors il va falloir... Donc là, le premier morceau, si je ne me trompe pas, c'est le morceau de Lady Gaga qui s'appelle Téléphone, qu'il ne faut pas confondre avec le morceau de Vidéophone de Beyoncé, aussi avec Lady Gaga. Donc les deux s'inter-invitent à quelques mois d'intervalle sur leurs clips respectifs. Et donc dans le livre, il y a un article de Carole Vernalis, qui est prof à Stanford en Film et Media Studies, qui parle de Vidéophone, donc l'autre pendant de ce duo de chansons, qui en parle d'ailleurs très en longueur, puisque en fait elle distingue au moins 10 catégories d'analyse de clips pour montrer que les clips sur YouTube ont changé de rhétorique visuelle, qui s'inspirent des dernières avancées du montage au cinéma, qu'il y a de plus en plus d'intertextualité dans les clips avec YouTube, puisque comme on peut cliquer d'une image à l'autre en permanence, finalement ça se retrouve intégré, c'était déjà le cas avant, mais ça se renforce, ça se retrouve intégré dans les clips eux-mêmes, que le mélange des genres entre humour, politique, musique qu'on retrouve sur YouTube, pareil, ça apparaît dans ce clip de Vidéophone, qu'il y a tout un tas de jeux sur l'espace, le
le caractère complètement irréel des fonds, le minimalisme, le découpage des corps, etc. Et que tout ça revient pourtant à 1984 et le clip I Want It That Voilà, Way et qu'en fait, il y a un système d'intertextualité permanente, y compris au niveau historique, dans la manière dont les chanteuses jouent le rôle d'icône à l'écran, etc. On va faire un peu d'intertextualité avec Charles Dantzig. Il est 13h25, c'est l'heure de le retrouver pour son 3e épisode des écrivains qui passent à table. On a beaucoup aimé manger dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Qui sait si ce n'est pas la raison de la littérature réaliste, si épaisse, si grasse, si copieuse. Si les écrivains avaient mangé plus de poissons, nous aurions eu Mallarmé plus tôt. Et ils ont tellement aimé cela qu'ils se retrouvaient au restaurant. Balzac a intégré cela dans la comédie humaine, faisant se retrouver ces personnages dans tellement de restaurants, une quarantaine je crois, qu'un érudit des années 1950 a pu en tirer un livre intitulé « Les restaurants de la comédie humaine ». Les restaurants étaient une invention relativement récente. Il avait fallu la Révolution et la mise au chômage des cuisiniers et du personnel des châteaux et des hôtels particuliers pour que ceux-ci se mettent à leur compte. Certains restaurants sont déjà si célèbres que Balzac, dont le projet est de créer une matière romanesque totale, ne peut pourtant pas inventer mieux. De même qu'il n'a pas pu modifier le nom des rois de France, il a dû garder ceux de Chévéry et le Rocher de Cancale. Ce dernier se trouvait rue Montorgueil, aux Halles. Il s'y trouve toujours depuis le Consulat. Balzac y a dîné et il a sûrement songé à ceux de ces personnages qu'il y amènerait. Les ambitieux qui réussiront, comme le riche, élégant et corrupteur Henri de Marsay, qui deviendra Premier ministre, les ambitieux qui réussissent brièvement puis chutent, comme Lucien de Rubempré, les femmes d'en bas, comme la prostituée Coralie, qui a d'ailleurs couché et avec de Marsay et avec Rubempré, et celles d'en haut, ou disons d'assez haut, comme Dinah de la Baudelaye, l'autrice prétentieuse et ridicule que Balzac surnomme la muse du département. N'ayant pas réussi à Paris, elle donne un dernier dîner dans ce restaurant, un dîner d'échec, pourrait-on dire. 2 écrivains sur 4 personnages cités, puisque Rubempré écrit aussi. 2 prostituées sur 4 également, puisque le même Rubempré se prostitue à la désinvolture, à la jouissance immédiate et fait défaut à une écriture qui le mène à la prison où il se pend. L'autre restaurant de la comédie humaine existant dans la vie physique était chez Véry. D'abord aux Tuileries, il est passé au Palais Royal sous l'Empire, à côté du Grand Véfour, lequel existait déjà. Un fait qui aurait enchanté Balzac est que c'est chez Véry, devenu un restaurant à bon marché, qu'on a arrêté l'anarchiste Ravachol en 1892. J'ouvre un concours de pastiches à qui écrira le meilleur faux Balzac racontant cette arrestation. Ne pas oublier un passage sur la décadence de la loyauté politique depuis la Révolution. Si un romancier n'invente pas de restaurant et en prend un de connu, c'est que cela lui épargne une description. À peu près tous les lecteurs comprennent l'indication que contient son nom. Du vivant, de l'un et des autres, bien sûr. 100 ans après, il faut des quadritèmes pour réexpliquer les situations. Pour les restaurants inventés, la fiction se suffit à elle-même. Dans la comédie humaine, c'est Flicoteaux, le restaurant pour étudiants de la place de la Sorbonne, avec pain à volonté et où on ne change les nappes que le dimanche. Et, alors que nous ne savons plus de quoi avait l'air le restaurant authentique, nous entrons dans le restaurant fictif pour dévorer l'auteur. Merci Charles, à demain. Merci Thierry Jousse, bande originale, une histoire illustrée de la musique au cinéma, c'est aux éditions EPA France Musique. Merci Jérôme Guibert et Guillaume Huguet, Pensez les musiques populaires, Philharmonie Édition. On se retrouve demain à partir de midi, un club très festif mais pas fermé pour autant, un Sabbat Soul avec la chanteuse Mélissa Lavo, une histoire de la fête en France et sur les dance floors du monde entier. C'est la fin de cette émission, programmée et préparée par Oriane Delacroix, Henri Leblanc et Anouk Delfino. Un grand merci à Alexandre Alaïbegovic et Zora Vignier, réalisation Colin Gruel et à la technique aujourd'hui, Étienne Rouche.